Le rapport 2023 faisant état de mise en œuvre des recommandations des Assises nationales de la refondation remis ce matin au président de la transition. Le document de 84 pages comporte les doléances des Maliens lors des Assises. Sur 55 recommandations prioritaires, 20 ont été réalisées comme la Constitution et la relecture de la loi fondamentale. Le message de condoléances du président Assimi Goïta transmis aux autorités iraniennes suite au décès d'Ibrahim Raïssi, le président du Conseil national de transition, colonel Malik Diaw, qui s'est rendu à Téhéran, a été reçu par le président intérimaire iranien. Fin de la première grande commission mixte Rwanda-Mali. Les deux pays ont signé ce lundi à Kigali une vingtaine d'accords. Des accords qui portent sur la défense, la sécurité, la justice, la santé, parmi tant d'autres. Des détails avec nos envoyés spéciaux à Kigali. Gestion des enfants drépanocytaires dans la famille, c'est le sujet de Focus Santé de ce lundi. Comment se passe le quotidien des enfants qui souffrent de cette maladie? Notre équipe de reportage est allée à leur rencontre. Bonsoir, bienvenue dans cette édition Direction Koulouba. Le rapport 2023 faisant état de mise en œuvre des recommandations des Assises nationales de la refondation a été remis ce matin au président de la transition, colonel Assimi Goïta. Le document de 84 pages est présenté par le coordinateur général du comité de suivi-évaluation des recommandations des ANR. Il détaille point par point les réalisations par rapport aux réformes des doléances formulées par le peuple lors des assises. Sur 55 recommandations prioritaires, 20 ont été réalisées comme la Constitution et la relecture de la loi fondamentale. Quelques tares sont à corriger. Le point avec Sira Batili. L'impératif de redevance au peuple. Après l'expression des Mali nouveaux sur papier, sa mise en œuvre s'évalue. Un exercice annuel confié par le président de la transition, colonel Assimi Goïta, au comité de suivi-évaluation de la mise en œuvre des recommandations des Assises nationales de la refondation. Le rapport 2023 du dit comité, deuxième du genre, est officiellement remis au chef de l'État. Avec ses 84 pages, il fait le point d'exécution des réformes engagées au Mali, comme souhaité par les Assises nationales de la refondation au titre de l'année 2023. Par rapport à l'état de mise en œuvre des recommandations prioritaires au nombre de 55, au 31 décembre 2023, il est heureux de constater que 20 recommandations ont été totalement réalisées, 33 sont en cours de réalisation. S'agissant des recommandations non prioritaires au nombre de 309, à la date du 31 décembre 2023, on note la réalisation de 19 recommandations et on constate que 121 sont en cours de réalisation. Il faut comprendre par recommandations prioritaires celles qui sont urgentes et nécessaires à la refondation. Nous pouvons en citer la Constitution, la relecture de la loi fondamentale, le renforcement des équipements et la formation pour l'armée. Des prouesses pour la mise en route du Mali nouveau, mais aussi des tares à corriger. Le coordinateur général du comité de suivi attire l'attention du chef de l'État sur deux faits. Les renseignements donnés par rapport à la mise en œuvre de certaines recommandations exécutées ou en cours d'exécution souffrent d'identification de leur coût de réalisation. Aussi, autant le comité indépendant salue les interactions avec le personnel technique des départements ministériels, autant le CNCR déplore les vieux réflexes de défense de certains responsables de structures, à savoir le manque de concertation sur les actions inscrites dans le cadre stratégique de la refondation, la non-disponibilité de certains cadres, la lenteur dans le processus de précision des points focaux chargés du relais d'information. Dans son intervention, le président de la transition a rappelé sa vision à travers les différents forats organisés au Mali et l'impérieuse nécessité de la mise en œuvre des différentes recommandations. Les différents forats tenus depuis le début de la transition ont, après un diagnostic sans complaisance des maux qui minent notre nation, posé les fondements du Mali croix à travers des recommandations pertinentes. Les recommandations des Assises nationales de la refondation, faut-il les rappeler, étaient au nombre de 517. Elles ont servi de base pour l'élaboration par le gouvernement des cadres stratégiques de la refondation de l'État. Dans ces documents, les actions répertoriées
avaient été répartis en 3 catégories, notamment 55 actions prioritaires, 153 actions prioritaires complémentaires et 309 actions non prioritaires pour la période de la transition. Le chef de l'État de confier que les conclusions du dialogue intermalien seront soumises aux 10 comités pour le suivi avec d'autres membres qui seront désignés. Puisque c'est l'heure de faire le bilan, le colonel Assimi Goïta rappelle sa détermination à suivre la mise en œuvre de ces recommandations avec l'équipe gouvernementale tout en rappelant les acquis. Je me réjouis de constater qu'en termes de bilan, sur les 55 actions prioritaires, 20 ont été réalisées au 31 décembre 2023, soit 36,36%. Les actions prioritaires en cours de réalisation au 31 décembre 2023 sont au nombre de 33, soit 60%. Il reste encore 2 recommandations prioritaires qui n'ont pas encore connu un début de mise en œuvre, à savoir la mise en place d'un juge des libertés et de la détention et la création d'une structure de suivi et évaluation de la performance des activités du gouvernement. L'alarme sonne donc et il faut agir. Pas question de décevoir le peuple qui fonde beaucoup d'espoir sur ces réformes pour un Mali nouveau, même si les recommandations primaires se concrétisent au rythme voulu. Le président de la transition rappelle l'urgence et la nécessité de ces recommandations pour la refondation, d'où la création du comité de suivi et évaluation qui est indépendant dans le but d'avoir des résultats probants. Vous devez continuer à travailler avec rigueur et identifier tous les problèmes, quelle que soit leur nature, pour pouvoir agir sur leurs causes et faire en sorte que la volonté du peuple puisse s'accomplir. Le peuple malien, dont je salue la résilience, est attentif à tout ce qui se passe dans l'environnement national et international. Ce Mali nouveau est celui qui s'inscrit dans une vision fondée sur le respect de la souveraineté de l'État, les choix souverains du peuple et la défense de ses intérêts. C'est au prix des efforts constants de tous que nous atteindrons notre objectif global qui est d'apaiser le Mali, le rendre fort et prospère. Un Mali fort et prospère au goût des Maliens. En tout cas, les réformes voulues par les Assises nationales de la refondation visent à changer l'ossature politique pour une gouvernance retouchée et bien adaptée à l'aspiration du peuple. Le président du CNT est arrivé tard ce dimanche soir à Téhéran, en Iran. Colonel Malik Diaw est porteur des messages de condoléances du président de la transition et du peuple malien au peuple iranien suite à la disparition tragique du président Ibrahim Raïssi dans un accident d'hélicoptère. Message transmis au président intérimaire iranien qu'il a reçu ce matin en audience. Envoyés spéciaux à Téhéran, Siaka Konaté et Tchedje Kamara. Le Mali attristé par la disparition du président iranien Ibrahim Raïssi et de son ministre des Affaires étrangères Hossein Amir Abdullahian, mort le 19 mai dernier dans un accident d'avion. Le président de la transition, colonel Assimi Goïta, a dépêché à Téhéran le président du Conseil national de transition, colonel Malik Diaw, pour exprimer la compassion des autorités et du peuple malien au peuple frère d'Iran en cette douloureuse circonstance. Condoléances que le président du CNT a présenté au président iranien par intérim, Mohamed Mokhber, à la faveur d'une audience que celui-ci lui a accordée. Nous sommes ici à Téhéran avec une profonde tristesse au nom du président de la transition, le colonel Assimi Goïta, venir présenter les sincères condoléances au président intérimaire de la République islamique d'Iran, le docteur Mohamed Mokhber, également présenter les condoléances du peuple malien. Comme vous le savez, le Mali et l'Iran entretiennent de très bonnes relations sur plusieurs plans. À savoir que depuis l'avènement de la crise, l'Iran a vraiment apporté son soutien, notamment sur le plan de l'élevage, sur le plan de l'éducation, mais aussi l'Iran prévoit d'aider le Mali sur le plan sécuritaire.
Au cours de notre échange, nous avons parlé de beaucoup de choses, principalement le président Mohamed nous a vraiment rassuré le peuple malien, m'a chargé de transmettre au président Assimi Goïta toute sa disponibilité à accompagner le Mali malgré la tristesse que l'Iran vient d'avoir. Nous pouvons dire qu'au-delà de la présentation des condoléances, ça a été une opportunité vraiment pour les deux pays d'échanger autour des sujets d'actualité. Je peux vous assurer que nous retournons vraiment satisfaits et très rassurés de la sincérité du partenariat entre la République islamique d'Iran et la République du Mali. Pour le président du CNT, la disparition de ces deux personnalités est une grande perte pour l'Iran et le Mali car elles œuvraient au renforcement de l'axe Téhéran-Bamako. Pour preuve, la visite au Mali en août 2022 du défunt ministre iranien des Affaires étrangères, visite marquée par la tenue de la première session de la commission mixte de coopération Mali-Iran. Le président du CNT a félicité le président intérimaire avant de l'exhorter à persévérer sur cette voie. Le président Assimi Goïta m'a chargé également de féliciter le nouveau président intérimaire, vraiment pour la confiance qui lui a été portée par le peuple iranien et surtout par les guides. Donc, et lui demander aussi de partager cette expertise avec le Mali qui va très prochainement aussi affronter certaines épreuves. Et au-delà de ça, le président Mohamed Makber aussi nous a vraiment encouragés dans la dynamique actuelle des choses au Mali. En réponse, le président Mohamed Makber a remercié les autorités maliennes pour leur message réconfortant. Il souhaite hisser les relations économiques entre les deux pays au niveau de celles politiques. Enfin, il a rendu hommage à son prédécesseur, un bon et sage dirigeant qui, selon lui, œuvrait pour le bonheur de son peuple. Et de Téhéran, nous allons à Kigali. Nous vous l'annoncions hier, la première réunion de la grande commission mixte Rwanda-Mali s'est tenue ce lundi à Kigali. En attendant de vous parler des grandes décisions de cette rencontre, je vous propose en image l'audience que le président de la République du Rwanda a accordée au ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Abdoulaye Diop. Juste à la fin des travaux, le chef de la diplomatie malienne a transmis au président Kagame le message d'amitié et de fraternité du président de la transition, colonel Assimi Goïta. Les deux personnalités ont aussi fait cas des conclusions de la commission mixte des deux pays. Le président Kagame a salué cette dynamique de coopération entre le Rwanda et le Mali. Et le Mali et le Rwanda ont bouclé leur grande commission mixte à Kigali. Les deux parties ont signé une vingtaine d'accords dans les domaines de la défense, de la sécurité, de la justice, de la santé. Parmi tant d'autres, les documents ont été signés ce lundi par les ministres des Affaires étrangères et de la coopération internationale des deux pays. Pour Abdoulaye Diop et son homologue rwandais, c'est un grand pas qui est affranchi dans la mise en œuvre des orientations des chefs d'État, colonel Assimi Goïta et Paul Kagame. Nos envoyés spéciaux sont Mohamed Jara et Tayeb Adjaouekoui. Une page de l'histoire entre le Rwanda et le Mali s'ouvre ce lundi 27 mai 2024 à Kigali. Près d'une vingtaine d'accords signés entre les deux pays par l'entremise des ministres des Affaires étrangères des deux pays. Le geste traduit la vision et la volonté des présidents colonel Assimi Goïta et Paul Kagame à faire de leurs pays respectifs des modèles de gouvernance et de souveraineté. Des accords signés concernent des domaines tels que la justice, avec des conventions relatives à l'entraide judiciaire en matière pénale, civile et commerciale, le transfert des condamnés, un accord militaire et un protocole d'accord dans le domaine de la sécurité. Les autres domaines ont trait à la santé, aux investissements, aux ressources minières et minérales, la culture, le tourisme, l'agriculture. La liste n'est pas exhaustive. Nous espérons qu'à l'avenir, cette commission mixte offrira une plateforme unique pour échanger des idées,
partager des expériences et entreprendre des projets dans des différents secteurs d'intérêt commun. Suite à la signature de tous ces accords, il est maintenant important que nos équipes travaillent ensemble pour opérationnaliser leur mise en œuvre dans les plus brefs délais. Dans cette dynamique, en 2022, nos deux chefs d'État ont instruit leurs gouvernements respectifs d'impulser une nouvelle dynamique à la coopération bilatérale au plan économique, commercial, technique, scientifique, culturel et sportif. Joignant à la parole de cette directive de nos chefs d'État, nous procéderons au cours de cette même session à la matérialisation de nouveaux actes de coopération entre le Rwanda et le Mali. La signature de ces accords est un pas important vers le raffermissement de nos relations de coopération. Nous franchissons avec la tenue réussie de la présente session inaugurale de la Grande Commission mixte Rwanda-Mali une nouvelle étape dans nos relations amicales et fraternelles. Des relations qui offrent l'opportunité de consolider un partenariat mutuellement bénéfique, fondé sur le respect réciproque. Les populations doivent sentir les effets de cette coopération d'ici la fin de l'année, souhait des signataires. Les deux parties se sont en outre accordées sur l'urgence de rendre opérationnelle la desserte de la ligne aérienne Bamako-Kigali. D'autres accords ou conventions feront objet de négociations entre experts des deux parties dans le domaine du commerce et de la mise en œuvre de la ZLECAf. Les deux nations décident donc de mettre un point d'honneur sur les questions de paix et de sécurité pour la stabilité du continent. Et ces échanges vont nous permettre de renforcer notre cadre de dialogue et de concertation sur les sujets de paix et de sécurité. Le Rwanda reste pleinement engagé à approfondir ses relations avec le Mali dans tous les domaines d'intérêt mutuel et nous croyons fermement que nos efforts conjoints porteront leurs fruits et contribueront à la prospérité et à la stabilité de nos pays respectifs. Partageant l'ambition de parvenir à une Afrique en paix, stable, développée, prospère, autonome, indépendant et souverain, le Mali et le Rwanda entretiennent d'excellentes relations politiques. En témoigne la régularité des visites de haut niveau et la convergence de vues de nos deux pays sur de nombreuses questions géopolitiques touchant notamment à la paix et à la sécurité, avec un accent particulier sur la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent, la réforme de la gouvernance mondiale, la mise en œuvre du traité établissant la zone de libre-échange continentale ZLECAf, l'émergence d'un pôle africain renforcé à même de négocier d'égal à égal avec d'autres acteurs dans un monde multipolaire aux défis multiples. La deuxième grande commission mixte de coopération est programmée pour 2026 à une date qui sera fixée ultérieurement. Et restons toujours au Rwanda, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale a salué au nom du président de la transition la vision et le soutien du président rwandais aux autorités de la transition pour la stabilité du Mali, une marque de considération qui doit servir d'autres Africains à prendre leur destin en main. Pour le ministre Diop, aucun pays à lui seul ne peut évoluer, mais faudrait-il que sa souveraineté et sa dignité soient respectées. Il est au micro de nos envoyés spéciaux à Kigali. Je voudrais également profiter de cette occasion, Monsieur le ministre, pour remercier, saluer et exprimer la gratitude des plus hautes autorités maliennes à l'endroit des plus hautes autorités rwandaises, car j'ai été personnellement témoin des liens contenus entre nos deux pays, mais aussi de la solidarité agissante que le Rwanda a toujours apportée au Mali sur la scène africaine, sur la scène internationale, en tant que membre du Conseil de paix et de sécurité des Nations Unies et de l'Union africaine, mais aussi au plan international, mais surtout saluer la lecture lucide et pragmatique du président Paul Kagame par rapport à la situation de transition ou en tout cas aux défis politiques que le Mali a toujours traversé. Je pense que le Rwanda a toujours su faire preuve de modération, de sagesse, de compréhension
en invitant les autres pays africains et les partenaires du Mali à jeter un regard constructif sur la complexité des défis auxquels le Mali est confronté. Je suis sûr que cette prise de position courageuse du Rwanda sur la scène internationale par rapport à la situation de mon pays est certainement inspirée aussi de l'expérience propre de votre pays qui a traversé des défis énormes et qui le positionne aujourd'hui pour pouvoir aider les autres pays à pouvoir surmonter de telles difficultés qui peuvent arriver dans tous les pays. Je pense qu'aucun de nos pays n'est irréversiblement engagé dans une voie de la gouvernance ou de la stabilité. Nous sommes tous dans des phases d'apprentissage mutuel. Malheureusement, beaucoup de nos frères en Afrique n'ont pas encore compris que nos sorts sont liés et qu'aucun pays ne sortira de cette situation sans les autres pays et que les avancées d'aujourd'hui peuvent constituer des reculs de demain. Donc il est important que nous puissions renforcer la solidarité entre nos pays, agir à l'abri des ingérences extérieures, parce que nous, Africains, nous devons comprendre que ce qui nous lie est extrêmement plus important que ce qui nous lie à quelques partenaires que ce soit à l'extérieur de notre continent, parce que personne ne chassera l'autre de ce continent. Ici à Bamako, les experts de l'Organisation mondiale des douanes de 14 pays africains de l'Ouest et du Centre sont en conclave à Bamako depuis ce lundi. C'est à la faveur de la 28e réunion du comité des experts de la conférence des directeurs généraux des douanes de la région Afrique occidentale et centrale. Cette rencontre se tient autour du thème pour une douane mobilisant ses partenaires historiques et nouveaux autour d'objectifs clairs. Mamari Kone, reportage. Après Banjul en Gambie en 2023, c'est Bamako qui accueille la 28e réunion des experts de l'Organisation mondiale des douanes de l'Afrique occidentale et centrale. La rencontre de 2 jours qui se tient en prélude à la 30e conférence des directeurs généraux des douanes des 14 pays de l'Afrique de l'Ouest et du Centre doit passer en revue toutes les questions touchant le fonctionnement de la région AOC de l'OMD. En tant qu'experts, nous sommes mieux placés pour approfondir la réflexion engagée dans la région dans le sens d'aboutir à des recommandations pertinentes et surtout concrètes au regard des objectifs assignés à cette réunion. Pour le coordinateur régional de l'OMD AOC, cette rencontre est une occasion de discuter de l'avenir de la région douanière AOC. Nous examinerons les rapports d'activité de l'OMD, de la vice-présidence, du BRC AOC, des BRL pour la région occidentale et centrale, pour nos centres de renforcement de capacité, sur le GTR informatique. Le thème de la rencontre, à savoir pour une douane mobilisant ses partenaires historiques et nouveaux autour d'objectifs clairs qui étaient un écho de la 61e journée mondiale des douanes, constitue une interpellation. La thématique pour cette année, notamment à la réunion des directeurs généraux, est beaucoup plus qu'une déclaration. C'est une feuille de route pour l'action. Ça nous met au défi de réfléchir au-delà de notre périmètre de réflexion habituel pour nous permettre d'identifier de nouvelles possibilités. Au nom des autorités du Mali, le directeur général des douanes dira que notre pays est honoré d'abriter les travaux de cette rencontre. L'inspecteur général Amadou Konaté de poursuivre que cette rencontre se tient dans un contexte mondial marqué par des crises multiformes qui constituent autant de défis pour la communauté douanière africaine et mondiale. Il vous appartiendra, au cours de vos travaux, de vous pencher sur des questions pertinentes qui constituent des préoccupations majeures de nos administrations et pour lesquelles les réponses idoines devront être apportées dans un délai raisonnable. À cet effet, vous aurez à analyser, consolider et valider les rapports issus des activités des différentes structures de la région, la redynamisation de la coopération douanière bilatérale et internationale, la modernisation des administrations douanières sont des impératifs que nous dicte le développement exponentiel des technologies de l'information et de la communication, induisant de nouvelles pratiques commerciales et des formes de fraude jusque-là inconnues.
Les experts examineront également l'état de mise en œuvre des recommandations de la 29e rencontre des directeurs généraux. Dans le cadre du partenariat, d'importantes communications seront aussi présentées. La pertinence de l'analyse des différentes thématiques à l'ordre du jour de vos travaux permettra, j'en suis convaincu, d'aboutir à des conclusions qui impacteront positivement la coopération douanière entre nos administrations, mais aussi entre celles-ci et les partenaires techniques, économiques et financiers. Les résultats des travaux des experts seront soumis à l'appréciation des directeurs généraux lors de la 30e conférence prévue ce mercredi à Bamako. L'actualité, c'est aussi les examens de fin d'année 2023-2024. Lancement ce matin des épreuves des examens du certificat d'aptitude professionnelle CAP. 22 094 candidats sont repartis entre 144 centres d'examen sur toute l'étendue du territoire national. Le ministre de l'Éducation nationale a lancé le démarrage à l'école centrale pour l'industrie, le commerce et l'administration ESICA. Le point avec Seydou Traoré. Après une année scolaire apaisée, c'est avec le sourire et plein de confiance que le ministre de l'Éducation nationale a ouvert la première enveloppe contenant les sujets du certificat d'aptitude professionnelle CAP à l'école centrale pour l'industrie, le commerce et l'administration ESICA. Dans ce centre de l'académie d'enseignement rive gauche du district de Bamako, 344 candidats dont 288 candidats libres et 56 réguliers sont répartis dans les différentes salles. Le ministre de l'Éducation nationale a distribué quelques copies du sujet aux candidats avant de relater les conditions de quiétude à laquelle se déroulent ces examens. Tout ça se passe dans une atmosphère sereine. Au niveau climat, on a une année sans vagues, sans accrocs. On rend grâce au Tout-Puissant. Nous sommes venus souhaiter aux candidats que les épreuves auxquelles ils vont être soumis, ils le sont déjà, que ces épreuves se passent aussi tranquillement que possible. Donc c'est très important pour eux, c'est très important pour nous aussi. Bon, les sujets, ça se passe bien. Au plan national, ils sont cette année 22 094 candidats pour 2523 surveillants. 20 académies sont concernées sur 26 par le certificat d'aptitude professionnelle. C'est partout au Mali, sauf dans 6 académies, mais qui sont des académies nouvellement créées, qui n'ont pas encore d'école professionnelle. Sinon, c'est toute la nuit du territoire national de Kaya à Kidal. Toutes les conditions sont réunies pour que les enfants puissent composer dans les conditions les meilleures. Et que ce soit au centre, que ce soit au nord, que ce soit partout, tout le dispositif est en place. Ce lancement des épreuves du CAP a été marqué par la mise à disposition de certains militaires réservistes pour appuyer l'académie d'enseignement de la rive gauche dans le bon déroulement des épreuves, ainsi que la visite du château d'eau réalisée et équipée par l'amicale de la promotion administration 87-93 de l'ESICA. Bamako va abriter du 28 au 31 mai prochain la première édition du Forum Russie-Afrique sur l'éducation. L'initiative de l'équipe de Skolaris Finance en collaboration avec l'Université technologique Belgorod vise à insuffler une nouvelle dynamique à la bonne relation en matière d'éducation et de partage d'expériences entre la Russie et le continent. Pour plus de précisions, écoutons Dr Simon Asiati, PDG de Skolaris Finance au micro de Boubacar Bablé Touré. Le format de ce forum a pour objectif premier de permettre aux étudiants maliens, aux écoles et universités de découvrir l'offre de formation des universités d'État russes d'une part et d'autre part aux universités russes dans l'accord de coopération de permettre à ces universités de présenter leur offre de formation, à savoir dans le domaine de la médecine, de l'électrochimique, électro-industriel, mines, gaz et pétrole. Le 28, ça serait la cérémonie officielle à l'hôtel Azalaï où il y aura une partie des discours officiels. L'après-midi, il y aura des stands où les étudiants, les élèves et les parents d'élèves passeront sur les stands des universités, poser des questions sur les offres de formation, les procédures, la vie
en Russie et toutes les différentes procédures. Le 29, on sera avec les universités privées et le 30, il y aura une journée culturelle divisée en 2 temps. Le premier temps, ils vont visiter le musée national et l'après-midi, il y aura une soirée musicale au conservatoire musical Bala Faseki. Le projet d'appui au développement de l'élevage au Mali, PADEL-M, vient de faire don d'un important lot de matériel et équipements à 4 partenaires de mise en œuvre du projet. Coût de la donation, 284 millions de francs CFA sur financement de la Banque mondiale. Nous retrouvons Boubacar Bablé-Touré. Lorsqu'on veut avoir de meilleurs résultats sur le terrain, il est important de mieux outiller les acteurs de mise en œuvre. C'est bien ce qui justifie ce geste du projet d'appui au développement de l'élevage au Mali, PADEL-M, à l'endroit de 4 partenaires de mise en œuvre de son programme, que sont les organisations interprofessionnelles des filières de l'élevage et l'APECAM. Le don est composé de véhicules et d'équipements de bureaux et d'informatique pour un montant estimé à 284 millions de francs CFA sur financement de la Banque mondiale. Pour chacune des interprofessions, il y aura un lot, non seulement un véhicule pick-up, un lot de matériel informatique et bureautique. Pour l'APECAM, il en aura un lot et il faut rappeler que le projet a profité de ces achats d'équipements pour équiper 5 secteurs pêche construits dans 5 localités du Mali. Il s'agit des secteurs pêche de Ségou, Baraouli, San, Kouchala et Baflabé. La Banque mondiale reste engagée à mobiliser des ressources financières pour protéger un environnement fragile et aider le Mali à restaurer les conditions de vie des populations, en particulier des éleveurs, qui sont un maillon essentiel du développement socio-économique et la stabilité. Nous sommes satisfaits de ce projet. Ce projet, à la différence de beaucoup de projets qui se sont faits, c'est visible dans les brousses. Quand vous rentrez aujourd'hui dans les brousses maliennes, vous allez voir les étangs piscicoles. Vous allez voir des parcs améliorés d'élevage laitier. Vous allez voir des aviculteurs qui ont pris des gros prêts, qui continuent à travailler avec la banque parce que la relation de confiance a déjà été établie par le système. Donc encore une fois, je réitère cette demande, après vraiment tous mes remerciements, qu'il faut qu'on réfléchisse à consolider ces acquis. C'est donc le lieu pour moi de féliciter les structures bénéficiaires pour le choix porté sur elles. Un choix qui se justifie par l'importance de leur mission et de leur rôle dans l'atteinte des résultats du projet. La remise symbolique des véhicules et des équipements aux bénéficiaires a constitué le fait marquant de la cérémonie. Plus de 300 000 bénéficiaires sur l'ensemble du territoire national du projet d'appui au développement de l'élevage au Mali. Le ministre de l'Élevage et de la Pêche a pu constater les effets sur le terrain lors d'une visite entamée samedi dernier. Youbaba s'est rendu respectivement dans les fermes de 4 bénéficiaires dans les régions de Koulikoro et de Ségou. Envoyés spéciaux Seydou Traoré et Abdul Salam Bambara. Le marché à bétail de Konobougou dans la région de Ségou est l'un des plus grands marchés de bovins, caprins et ovins du Mali. Aujourd'hui, grâce à la réhabilitation et les constructions effectuées par le PADEL-M, les éleveurs et les commerçants de bétail disposent désormais de toutes les commodités, mosquées, salles de repos, salles de réunion, fourrage et des rampes d'embarquement et vaccination des bétail. Avec le PADEL-M, c'est l'élevage qui a été boosté au Mali, avec tout ce qu'on peut noter comme emploi créé et richesse pour le pays. Le Mali étant le premier producteur en Afrique de l'Ouest ici, et on peut aujourd'hui se targuer d'avoir des compétences, des infrastructures modernes pour pouvoir développer l'activité d'embauche et de fournir un service de qualité. En chiffre, le projet d'appui au développement de l'élevage au Mali a financé en 6 ans sur l'ensemble du territoire national 121 plans d'affaires pour un montant d'environ 6 milliards de francs CFA. En plus, le projet a élaboré des formations et réalisé des infrastructures techniques pour l'amélioration de la production dans les domaines de l'élevage et de la pêche. Ce que nous tentons comme résultat, c'est que tous ces promoteurs
ont non seulement utilisé l'argent qui a été donné par le PADEL, mais aussi ont augmenté à travers d'autres sources de revenus pour une meilleure productivité et de commercialisation de leurs produits. Face aux bénéficiaires des financements du PADEL-M dans la région de Koulikro comme à Ségou, le ministre de l'élevage et de la pêche a rappelé la volonté des autorités de tout mettre en œuvre pour l'autosuffisance alimentaire. C'est le lieu de féliciter la Banque mondiale et tous les partenaires techniques et financiers de notre cher pays pour leur contribution qui, aujourd'hui, permet d'augmenter les revenus des populations. Ça, c'est le troisième axe des grandes orientations que le chef de l'État a donné. Pour accroître la production et la productivité, ce sont des actions de ce genre qu'il faut multiplier. Le ministre Ba a également invité les populations à prendre soin des équipements collectifs tout en espérant que les réalisations du projet PADEL-M vont augmenter les revenus des populations bénéficiaires. Le directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi sur le terrain pour une supervision du programme de travail annuel dans la région de Ségou, Ibrahim Agnok, accompagné des membres de son conseil d'administration, sont venus s'imprégner des conditions de mise en œuvre des programmes financés par l'ANPE dans le cadre de la promotion de l'emploi au Mali. Reportage Fousseni Samake. À travers cette mission de supervision, le directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi ANPE, accompagné des membres du conseil d'administration de la structure, vient s'enquérir de l'état d'exécution du programme de travail annuel 2023 au niveau des bénéficiaires. Ibrahim Agnog a également touché du doigt certaines contraintes liées au suivi évaluation et proposé des pistes de solutions. Nous avons remarqué effectivement que la direction régionale de Ségou a travaillé d'arrache-pied à concrétiser les orientations du conseil d'administration, notamment, et vous l'avez remarqué, au niveau du perfectionnement des maîtres tailleurs, en termes de renforcement des capacités et également en termes d'amélioration d'employabilité des demandeurs, de primo-demandeurs d'emploi dans l'auto-emploi et aussi en termes de placement au niveau des employeurs qui existent à Ségou. La reconversion aujourd'hui est une solution palliative à l'inadéquation entre la formation et l'emploi. Nous pouvons être satisfaits parce que nous avons visité les apprenants sur le in situ, comme on le dit, c'est-à-dire en train de travailler, aussi bien celles qui sont en formation esthétique, coiffure et tatouage, mais aussi celles qui sont en couture. Nous avons aussi visité leur réalisation. En plus de l'auto-emploi, ils ont aussi des salariés. Les échanges avec les bénéficiaires et les structures techniques ont porté essentiellement sur la formation-insertion, les témoignages des demandeurs d'emploi et d'autres jeunes bénéficiaires. L'ANPE m'a accompagné avec des matériels. Dieu merci, j'arrive à subvenir à mes besoins. J'emploie d'autres personnes. Je remercie l'ANPE. Après ma formation, je suis venu m'inscrire au niveau de l'ANPE Ségou. Le résultat final, ça a été un placement au niveau des Canal Plus Ségou ici. J'invite tous les jeunes ségouviens à venir s'inscrire en tant que demandeur d'emploi. Autre temps fort de cette visite, l'inauguration du château d'eau de la direction régionale de l'ANPE de Ségou et la remise des dons aux personnes déplacées de Tombouctou à Ségou. Inauguration à présent des forages par le conseiller spécial du président de la transition. C'est dans les villages de Toula et dans la commune rurale de Kola. Les populations bénéficiaires ont formulé des bénédictions pour leurs bienfaiteurs. Bougouni Jafar Aïdara. Pour la deuxième étape de la région de Bougouni, ce sont les villages de Toula et de Kola-Sokura dans la commune rurale de Kola qui ont bénéficié de 2 forages d'une capacité de 5 mètres cubes chacun. Une donation qui a été bien accueillie par la population qui était dans l'angoisse à cause de l'eau potable. Avant, il y avait de pénuries d'eau chez nous, à Kola-Sokura. On partait chercher de l'eau jusqu'au fleuve. Grâce à ces forages du président Assimi Goïta, nous n'avons pas ce problème. Que Dieu bénisse Assimi Goïta, que Dieu bénisse le Mali. En offrant ces forages aux 2 villages, le président de la transition rend ainsi aux populations, surtout aux femmes et aux enfants, leur dignité et la santé dans des villages enclavés. Aux populations qui bénéficient de ces forages-là, d'en prendre soin. Parce que les forages-là viennent des œuvres sociales du président de la transition. La demande est très forte en eau potable sur toute l'étendue du territoire.
quand eux, ils ont la chance d'avoir ces forages-là, c'est d'en prendre soin afin que d'autres personnes aussi puissent imiter le président de la transition et donner d'autres forages à d'autres personnes sur d'autres contrées. Les œuvres sociales vont continuer sur toute l'étendue du territoire. C'est pour exprimer l'engagement et le patriotisme du président de la transition envers la population malienne en général et les plus démunis en particulier. À noter que partout où les populations ont bénéficié des œuvres du président de la transition, des bénédictions ont été formulées pour le colonel Assimi Goïta. Il vient de me rejoindre sur ce plateau. Bonsoir Abdul Karim Kaba. Bonsoir Madame Koné. Alors vous avez un communiqué de l'état-major général des armées à nous lire. L'état-major général des armées félicite les troupes suite à l'attaque du 26 mai 2024. La hiérarchie militaire est fière de vous et de votre dévouement à protéger le Mali. Vous portez sur vos épaules la lourde responsabilité de défendre l'intégrité de notre pays face aux ennemis de tous bords. Nous savons que vous vous battez avec courage et détermination. Votre engagement envers notre cause est exemplaire et nous sommes convaincus que vous accomplirez toujours vos missions avec succès et honneur. Par ailleurs, nous sommes conscients des défis et des horreurs auxquels vous devez faire face chaque jour, mais sachez que votre mission est et demeure la protection du pays et des populations dans le respect de notre héritage et convictions ancestraux en période de guerre qui ne sont autres que le respect de la dignité humaine en toutes circonstances. Continuez à agir avec fierté et honneur en restant unis et solidaires. Votre travail acharné et votre discipline sont essentiels pour assurer la sécurité et la stabilité de notre pays. Nous sommes convaincus que vous surmonterez tous les obstacles qui se dresseront sur votre chemin et vous remercie pour votre sacrifice. Nous vous encourageons à maintenir l'esprit militaire. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous protège et vous guide dans toutes les actions, vos actions. Eh bien, unis, nous vaincrons. Un communiqué signé l'état-major général des armées, Mme Koné. Merci Abdul Karim Kaba. Et nous restons avec les FAMA, visite de prise de contact du nouveau commandant de la zone de défense numéro 4, colonel Moussa Ongoïba, au 41e régiment de Ségala et Sandaré, puis au 42e régiment de Nioro du Sahel, Djema et Gogi. Objectif, s'enquérir des conditions de travail des différentes forces de défense et de sécurité. Reportage Kabadjara. Quelques semaines après sa prise de commandement, le commandant de la zone de défense numéro 4 a entamé une série de visites afin de s'enquérir des conditions de vie et de travail des différentes troupes sur les théâtres d'opération. C'est ainsi que le colonel Moussa Ongoïba, en compagnie de sa délégation, s'est d'abord rendu au 41e régiment avec détachement à Ségala, Sandaré, puis au 42e régiment avec détachement à Nioro du Sahel, Djema et Gogi. Malgré la canicule qui affichait les 47 degrés Celsius, les forces de défense et de sécurité sont déterminées à sécuriser les populations et leurs biens. Ce qu'il faut comprendre dans tout ça, nous sommes tous des militaires et nous avons une mission générale qui est la défense de la patrie, la protection des personnes et des biens. Surtout qu'ils sont sur la ligne frontalière, il y a des consignes générales et des consignes particulières. Ils doivent coopérer très bien avec les autres forces de sécurité ici présentes. Et partout où j'ai passé, c'est le même message que j'ai lancé. Parce que le Mali est vaste, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Partout où le colonel Moussa Ongoïba, commandant de la zone de défense numéro 4, est passé, il a mis l'accent sur la cohésion entre les forces de défense et de sécurité et surtout sur le dialogue intermalien qui vient de s'achever au Mali. Nous avons de la chance. Le dialogue intermalien a pris fin. Les uns et les autres, ils se sont bien pardonnés. Ceux qui veulent encore venir, la porte est grandement ouverte pour nous venir se déposer les armes. Non seulement pas avec les militaires, si possible ils peuvent donner avec les autorités coutumières, les imams de leur village,
au niveau de la brigade de la gendarmerie, au niveau de la police. Partout où ils veulent, la porte est grandement ouverte. Nous sommes tous des Maliens et nous resterons Maliens aujourd'hui, demain et toujours. Rappelons que cette visite de prise de contact du colonel Moussa Ongoïba se poursuivra dans la région de Kita. Le gouverneur de la région de Tombouctou, le contrôleur principal Bakou Kanté, était ce dimanche à Diré pour présenter les condoléances de la nation aux familles des 9 jeunes assassinés froidement entre Diré et Goundam. Leur tort a été vouloir participer aux épreuves sportives pour l'intégration dans les forces de défense et de sécurité à Tombouctou. Envoyés spéciaux à Diré, Idrissa Goulou Sissoko et Hassan Aïdara. Il y a de cela une semaine, 9 jeunes de Diré voulant participer aux épreuves sportives pour le recrutement dans l'armée ont été froidement abattus par les groupes armés terroristes entre Diré et Goundam. C'est pour présenter les condoléances de la nation aux familles endeuillées que le gouverneur de la région, accompagné d'une forte délégation régionale, s'est rendu à Diré ce dimanche. Les échanges avec les familles endeuillées ont été des moments empreints de cordialité et d'émotion. Depuis le début, monsieur le gouverneur, depuis lorsque vous avez appris le carnage, parce que nous on l'appelle carnage, le carnage de nos enfants, de vos enfants, des enfants de la nation malienne qui ont voulu aller à Tombouctou spécialement pour porter la tenue et ressembler à ces vaillants Fahama, ils ont voulu ressembler à ceux-ci. Le commandant de la zone de défense de Tombouctou, après avoir présenté ses condoléances, a rassuré que ce crime crapuleux ne sera pas impuni. Je voudrais inviter l'ensemble de la famille des victimes et l'ensemble de la population de Diré et même de toute la population de Tombouctou de continuer à prier pour ces jeunes qui ont voulu s'engager pour une cause noble. Défendre sa patrie, ça fait partie de la foi. Mais bien avant de quitter, de prendre le départ, j'avais parlé au gouverneur et j'avais demandé aussi l'autorisation de ma hiérarchie à ce qu'on puisse permettre aux parents des victimes de donner d'autres noms en remplacement des enfants qui sont tombés. Le porte-parole des familles endeuillées a remercié toutes les autorités pour l'élan de solidarité dont elles ont bénéficié durant cette épreuve. Au nom des autorités, au nom de toute la population de la région de Tombouctou, en nos noms propres, pour présenter les condoléances les plus sincères, les plus émus à la famille de nos 9 frères lâchement et cruellement abattus par les terroristes. Allah ne laissera jamais ces crimes impunis. Tant sur cette terre que nous vivons qu'à l'au-delà, ce crime sera puni. Je profite également aussi pour rassurer à nouveau la population du cercle de Diré que le renforcement de la sécurité sur l'ensemble du cercle de Diré, sur l'ensemble de la région de Tombouctou reste une priorité de nos femmes. Des vivres et des enveloppes symboliques ont été remis aux familles endeuillées. Les premiers pèlerins 2024 ont quitté Bamako pour Médine mercredi soir. Ils ont été embarqués dans un vol charter pour un trajet de 6 heures. Cette année, ils sont au total 13 323 pèlerins maliens pour accomplir le 5e pilier de l'islam. Al-Mouzer, Al-Kamisa Yatara et Mamadou Sidibé ont suivi ce premier départ des pèlerins maliens. Le vol charter à son bord, les premiers pèlerins, a décollé à 23h20 ici à l'aéroport international Modibo Keïta pour rejoindre les lieux saints de l'islam et cela en 6 heures de vol seulement. Une première grâce à la fusion des groupes de voyageurs qui se fixent comme objectif réussir le pèlerinage à tout prix. On a décidé ensemble 4 grandes agences à Bamako, AMSA, Danaya, Alomra et puis GDA. Donc nous avons fusionné pour former le groupe FlyHajj pour vraiment essayer de satisfaire les pèlerins maliens dans le domaine du transport aérien. Satisfaction également du côté des pèlerins avant leur départ pour Médine. Nous nous réjouissons de ce premier vol. Pour le pèlerinage, nous avons bouclé toutes les étapes en passant par la maison du Hajj. Ensuite, l'embarquement. Tout s'est bien passé. Cette année pour le pèlerinage,
Ils sont 13 323. Pour une bonne réussite de l'opération, les autorités de la transition ont renforcé en réglementant davantage les Hajj. On est en train d'accompagner nos pèlerins. Et, le premier pèlerin de la filière privée qui quitte le Mali pour aller directement à Médine. Ce sont vraiment des pèlerins qui quittent dans le vol charter direct. Ça rentre vraiment dans le cadre de la maison de Hajj, faire le Hajj dans les conditions confortables. D'autres vols avec Ethiopian Airlines sont prévus jusqu'au 15 juin. Sur un tout autre plan, le toilettage des textes de la profession, la révision des barèmes de prestations et le projet siège sont parmi les activités réalisées par l'Ordre des ingénieurs conseils du Mali. La corporation a tenu ce week-end à Bamako la 22e session de son assemblée générale ordinaire pour se donner de nouvelles orientations dans sa démarche. Batraoré. À cette 23e assemblée générale ordinaire de l'OICM, Ordre des ingénieurs conseils du Mali, la lumière est faite sur le bilan de la corporation au titre de l'année écoulée. Le président de l'ordre se félicite des acquis parmi lesquels le toilettage des textes de la profession, le projet de construction du siège et surtout la révision du barème des prestations. Concernant la révision des barèmes des prestations, nous avons entrepris un travail sous l'égide du ministère de l'urbanisme, de l'habitat, du domaine de l'aménagement du territoire et de la population. Cette initiative vise à garantir une juste rémunération de nos services qui reflète la réalité de notre travail tout en assurant une compétitivité équitable sur le marché. Les nouveaux barèmes, une fois finalisés, seront plus adaptés aux réalités actuelles de nos prestations et permettront de valoriser davantage notre expertise. Le président de l'Ordre des ingénieurs conseils du Mali s'est également penché sur la situation de l'ingénierie et ses évolutions par rapport aux enjeux sociaux de l'ingénierie conseil. Pour Mahamadou Tidjani Touré, l'ingénierie conseil doit répondre aux défis contemporains tels que le développement durable, l'innovation technologique. Ce qui amènera le ministre des Transports et des Infrastructures à faire un rappel du rôle combien important des ingénieurs. Votre rôle est important dans la construction de la nation et la préservation de l'État, en respectant scrupuleusement les normes de protection et de sécurité, le code d'éthique et de déontologie, en faisant prévaloir l'ingéniosité technique, vous contribuez à pourvoir aux besoins nationaux en infrastructures de développement qui soutiennent la prospérité croissance du peuple, la cohésion sociale, le sentiment national, le vouloir vivre collectif dans notre société. L'OICM s'est lancé dans un vaste programme d'extension. C'est ainsi que des représentants régionaux de l'ordre ont été désignés selon le président de la corporation. La corruption, la bête noire de plusieurs États africains, est dans le viseur de l'association Case citoyenne du Mali. Elle a organisé ce samedi un café autour de la thématique valeurs et corruption au Mali. L'objectif est de sensibiliser les futurs dirigeants du pays à la gravité de cet acte qui met en ruine le développement d'un pays. Hawa Kamara. Dénoncer les cas de corruption pour y mettre fin, c'est le mot d'ordre de l'association Case citoyenne du Mali. En collaboration avec la FSAP, Faculté des sciences administratives et politiques de Bamako, l'association met ses cafés à profit pour déclencher son processus de formatage de la jeunesse malienne face aux enjeux de cet acte ralentisseur du développement d'un pays. Que la jeunesse prenne pleinement sa place et joue parfaitement son rôle dans la co-construction du Mali que les Maliens réclament. C'est un Mali débarrassé des problèmes et des facteurs qui pèsent sur notre processus de développement interne et sur notre développement au plan même économique et international. Pour ce faire, la CCM a misé sur des panels autour des valeurs morales, les défis et enjeux de la corruption et les comportements à adopter face à l'acte. Des panels animés par d'éminentes personnalités. Il ne s'agit pas de rejeter l'ancien et de vouloir inventer du nouveau, non. Il s'agit de prendre ce qu'il y a de positif dans notre passé. On ne fait pas le retour au passé, on fait le recours au passé. Donc, qu'est-ce qui a fait que nous avons pu réussir certaines choses dans le passé et qu'aujourd'hui nous pouvons mettre au goût du jour en les adaptant
dans notre contexte de monde globalisé et de technologie avancée pour ensuite réussir la construction d'une citoyenneté nouvelle. C'est de ça qu'il s'agit. Aujourd'hui, les autorités n'ont d'autre choix que d'activer tous les moyens possibles pour lutter contre la corruption. Des organes d'alerte existent pour permettre aux citoyens qui entendent dénoncer des faits de corruption de pouvoir les faire sans être exposés. Espoir du Mali nouveau tant recherché, les jeunes se disent conscients de l'ampleur des défis de l'heure. Je vais lutter contre la corruption en tant que femme. Primo, à la famille. Secondo, dans le quartier et partout. Sois reconnaissant de toutes les tâches que papa et maman ont dû fournir pour nous permettre d'étudier comme il faut. Pour être reconnaissant, il faut travailler dur et il faut servir avec honnêteté. L'association Case citoyenne du Mali met l'occasion à profit pour rendre un vibrant hommage à l'ancien ministre et président des CRI 2002, Feu Abdoulaye Sall, pour son honnêteté et sa loyauté avérée dans les travaux jusqu'à sa disparition. Le Centre international des conférences de Bamako a abrité la première édition de la Nuit de la beauté de l'albinisme, un concours qui met en compétition les personnes atteintes d'albinisme. Cette nuit qui célèbre la différence s'est tenue sur le thème « Briller malgré tout » Aliou Abdoulaye Touré. C'est une esplanade du Centre international de conférences de Bamako qui a vibré au rythme de l'émotion et du suspense avec les reines de beauté représentant toutes les aires culturelles du Mali. Ce concours de beauté célèbre la diversité et magnifie la femme albinos. Il met en valeur la beauté des personnes atteintes d'albinisme et renforce leur confiance en soi. Le thème de cette édition, Briller malgré tout, interpelle les personnes atteintes d'albinisme à redoubler d'efforts dans une société truffée d'embûches dues à la discrimination, la marginalisation, l'exclusion et même l'assassinat. Il les interpelle à se surpasser, à ne pas se mettre en marge des actions de développement communautaire. Ce terme fait appel à la détermination et à la résilience. Ils sont au nombre d'une vingtaine les postulants à ce concours Miss et Mystère et ont dû sortir toutes les armes de séduction afin de s'assurer des faveurs des membres du jury. Ils ont été évalués chacun sur la base de quelques critères. D'abord l'éloquence, les outils utilisés qui font référence à la culture malienne, le discours, et les messages de sensibilisation, l'habillement, le timing aussi furtif. Les messages de sensibilisation ont porté sur l'albinisme. On se sent fiers de nous-mêmes. Devant le public, mon message a été de sensibiliser les gens, de ne pas faire de différence entre les peaux blanches et les peaux noires. Le message que j'ai, c'est vraiment de dire que l'albinisme n'est pas une maladie, ce n'est pas un handicap, ce n'est pas une fatalité. Donc ce sont des personnes comme nous et nous devons tout faire pour respecter leurs droits humains et contribuer à construire une société plus juste et égalitaire. Ce concours de beauté témoigne de la volonté de l'Association malienne pour la protection des personnes atteintes d'albinisme de briser les barrières pour favoriser l'intégration des albinos. Cette première édition a vécu et a démontré que l'albinisme est l'une des plus belles créations de la nature. Tout à fait, la différence est jolie. La ville de Kolokani vient de vibrer au rythme du Festival international du Bélédougou. L'événement qui est à sa 10e édition met en avant la valorisation et la promotion de la culture du Bélédougou. Une initiative de l'Association des artistes et musiciens de Kati Askam. Reportage Mariam Koulibaly. C'est tout le Bélédougou qui est mobilisé pour la tenue de cette 10e édition du festival dédié à la country. L'événement s'inscrit dans la dynamique de la promotion de la culture, du développement de l'économie locale et du tourisme dans le Bélédougou. Le Bélédougou est une aire culturelle très très riche qui n'a pas été explorée ni exploitée.
Et aujourd'hui, presque dans tous les villages du Bélédougou, il y a beaucoup d'expressions culturelles qui sont en train de disparaître. Et nous pensons que c'est des expressions qu'il faut vraiment promouvoir et valoriser. Donc c'est pourquoi cette activité a été initiée. Aujourd'hui, le Festival international du Bénédougou s'impose dans notre agenda culturel grâce aux efforts des jeunes acteurs culturels convaincus que le développement du pays ne peut se faire sans sa culture. Ici, toute la richesse folklorique est mise sur scène. Le programme de 3 jours permet également d'animer des conférences, des sessions de formation et des concerts live. Franchement, c'était un bon moment pour moi, voir que des endroits comme ça, il y a des gens qui pensent à la population de Kolokani. Et puis, c'était un public vraiment chaleureux. Je ne peux que dire merci à la population de Kolokani. Les organisateurs, les autorités communales et locales, ainsi que les partenaires de l'événement, notamment le projet allemand GIZ, se disent tous satisfaits de la tenue de cette 10e édition du Festival international du Bélédougou. Focus Santé, ce lundi, nous nous intéressons à la drépanocytose et à sa prise en charge. À cause des crises à répétition, certains enfants drépanocytaires ne fréquentent plus l'école, d'autres sont handicapés physiques. Notre équipe de reportage dirigée par Koumba Sissé est allée à la rencontre de certaines familles. Suivons. Assiton Sidibé, âgé d'une vingtaine d'années, et 2 de ses cadets, issus d'une même famille, sont tous drépanocytaires. Ils sont constamment en crise avec des douleurs intenses qui peuvent atteindre n'importe quelle partie du corps. Actuellement, j'ai mal à la poitrine et j'ai une gêne respiratoire. La drépanocytose a vraiment impacté ma vie. Je ne peux pas jouer comme les autres enfants. À l'école, j'ai raté beaucoup de devoirs à cause de mes crises. Mes épaules sont bloquées, je ne peux pas les soulever il y a plus de 5 ans. Je dois subir une intervention chirurgicale, mais faute de moyens, ce n'est pas encore fait. Dans la famille Sidibé, ils sont 5 enfants au total. 2 ont des traits de la drépanocytose et les 3 autres ont contracté la forme sévère de la maladie. Ils l'ont hérité de leurs parents qui ont tous les signes de la drépanocytose avec la forme AS. Moi qui me retrouve avec 3 cas, c'est vraiment compliqué. Le nombre de drépanocytaires est à la hausse. C'est pourquoi les médicaments dont nous bénéficions au centre ne sont plus disponibles. On achète la majeure partie de nos médicaments à la pharmacie et c'est coûteux. Une autre difficulté, la plupart du temps, nos enfants font leur crise pendant la nuit et cela trouve que le centre est fermé. Même son de cloche dans la famille Traoré, cette mère de famille a aussi des enfants drépanocytaires. J'ai eu 7 enfants. Un est décédé. Parmi les 6 autres, 2 sont drépanocytaires avec la forme SS. S'ils sont en crise, personne ne dort dans cette maison. Oumar a été opéré à la hanche et au bras, mais son état ne s'est pas amélioré. Les médicaments sont chers, les frais de déplacement le sont aussi. J'ai des douleurs au niveau de mes pieds et de mes bras. Je ne fréquente plus l'école. Il y a 3 ans, à cause de mes crises. Quant à Kadiatou Sidibé, en plus de la douleur qu'elle ressent, sa vie conjugale a été carrément bouleversée. Elle se retrouve aujourd'hui seule avec sa fille unique qui est aussi drépanocytaire. Là où je suis, toutes mes jambes me font mal, surtout au niveau de la hanche, et je marche difficilement. Je dois subir 3 opérations.
qui doivent me coûter 3 millions de francs CFA. Je suis enseignante dans une école privée et je n'arrive pas à tenir le rythme de ce travail parce que je suis tout le temps malade. Certaines personnes de mon entourage ont dissuadé ceux qui voulaient me marier en leur disant que je suis Madame Ordonnance. Le directeur général du Centre de recherche et de lutte contre la drépanocytose édifie les malades en ce qui concerne la disponibilité des médicaments et les horaires de travail au centre. Il fait des propositions pour améliorer les prestations de sa structure et la qualité des soins. Le centre est ouvert du lundi au samedi. Et le lundi, c'est les heures 7h30 à 19h jusqu'à vendredi. Mais le samedi, il y a ce que nous appelons le service minimum. Nous fermons à partir de 13h, 14h. Le dimanche, le centre n'est pas ouvert. Cela est dicté par les modalités de fonctionnement et autrement dit la loi de création du centre. Donc dans ce contexte, nous faisons ce que je dis, l'appui à l'accès aux soins. Et nous avons cette autorisation de prodiguer des soins à des malades en situation de complications et qu'il s'agit simplement d'une hospitalisation de jour. Autrement dit, le malade ne passe pas la nuit au centre. Mais lorsque nous constatons que ce malade a besoin d'être suivi la nuit, nous avons une sorte de collaboration avec d'autres structures. Le centre a été créé avec une estimation d'environ 570 malades recrutés par an. Et aujourd'hui, nous sommes à plus de 1700 malades par an. Donc, l'État fait d'énormes efforts. Aujourd'hui, la prévention est l'un des moyens de lutter contre la drépanocytose. Ceux qui veulent former un couple doivent faire des examens prénuptiaux pour éviter des enfants drépanocytaires. C'est noté. Et avant de boucler ce journal, décédé le samedi 25 mai dernier à Tunis, le corps du premier vice-président du Conseil national de transition, Assarid Aga Imbarkawan, est arrivé en début de soirée à l'aéroport international président Modibo Keïta Sénou. Des membres du gouvernement, les collègues du CNT, les camarades politiques et la famille étaient tous présents pour accueillir la dépouille de l'illustre disparu. Ces obsèques auront lieu demain mardi 28 mai 2024 sur l'esplanade du stade du 26 mars à partir de 15h. Voilà, c'est ce qui met fin à cette édition. Merci de nous avoir suivis.